Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec mon collègue Paul Vanier pour vous présenter la proposition de loi que nous déposons aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la protection des enfants dans les établissements scolaires. C'est un moment important pour nous parce que c'est aussi le respect de l'engagement que nous avons pris dès le début de cette commission d'enquête qui a commencé en mars 2025, d'accompagner les victimes, de faire honneur à la confiance qu'ils nous ont faite en nous remettant leurs histoires, leurs souffrances et en accompagnant cette commission parlementaire de toute leur expérience sur l'omerta qui a touché pendant des années et qui touche encore aujourd'hui le système scolaire, public, privé. Et donc aujourd'hui, on est 6 mois après le dépôt du rapport de cette commission d'enquête, de son vote à la quasi-unanimité. Et cette proposition de loi, elle est extrêmement concrète avec des avancées que nous souhaitons voir se réaliser dans les mois à venir. Pour mémoire, le 12 mars 2025, c'était le démarrage de cette commission d'enquête. Le 25 juin 2025, le vote du rapport de la commission d'enquête. Et une semaine après, le 2 juillet 2025, la présentation du rapport et de ses 50 recommandations publiquement. Et puis, le 19 novembre, nous avons lancé un comité de suivi, un acte volontariste engagé avec Paul Vanier pour pouvoir travailler avec l'intelligence collective de tous ceux qui avaient accompagné cette commission d'enquête. Ce comité de suivi, donc, le 19 novembre, a été lancé, composé d'associations de parents d'élèves, la FCPE, pour le public, l'Appel pour l'enseignement privé catholique, les associations de victimes, pas toutes bien sûr, mais une partie d'entre elles avec laquelle nous avions travaillé pendant cette commission. Quelques lanceurs d'alerte aussi, lanceuses d'alerte qui ont été courageusement à l'origine de beaucoup de la dénonciation de ces faits de violence systémique. Et puis les syndicats d'enseignants, d'inspecteurs. Et je peux vous dire que tous les membres de ce comité de suivi, environ 25 personnes, y compris des chercheurs qui nous ont accompagnés, ont contribué à la proposition de loi qu'on va vous présenter avec des contributions individuelles, collectives, des travaux extrêmement détaillés qui nous ont permis de vous présenter un travail qui est le fruit de cette coopération entre parlementaires et citoyens engagés contre les violences faites aux enfants. Pour continuer à égrener ce calendrier, on est 6 mois après, en effet, l'adoption de notre rapport, 1 an quasiment jour pour jour après la question que j'avais adressée ici à l'Assemblée à François Bayrou, qui avait, d'un certain point de vue, déclenché cette affaire Betara, mais ensuite ce questionnement et ce travail, celui de la commission d'enquête, qui aboutit aujourd'hui à une commission de loi. Violette Spilbout a souligné l'importance de cette méthode de travail avec des fédérations de parents d'élèves, des organisations syndicales, des chercheurs, des victimes, des collectifs. Je veux dire aussi que cette proposition de loi, nous l'avons construite, travaillée avec l'appui des ministères et notamment du ministère de l'Éducation nationale, non dans un esprit de négociation, mais avec la volonté du ministre Geffray que nous avons rencontré au mois de décembre, d'aider à la rédaction sur des aspects de légistique, juridique, qui nous permettent de présenter aujourd'hui une proposition de loi très robuste, qui pourrait être très rapidement appliquée. Il y a eu pas moins de 5 réunions de travail entre nos équipes, que d'ailleurs nous saluons et que nous remercions, et le cabinet et des directeurs d'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons aussi eu un échange avec Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, un échange avec le ministère de l'Agriculture la semaine dernière, et vous dire que nous continuons à travailler avec le ministère des Armées, avec le ministère de la Mer, puisque notre ambition est que cette proposition de loi soit la plus universelle possible, qu'elle concerne tous les élèves, quel que soit le type d'établissement scolaire qu'ils fréquentent, public, privé, sous contrat, hors contrat, quel que soit le ministère auquel ces établissements sont rattachés. Cette proposition de loi que nous vous présentons aujourd'hui, elle reprend l'intégralité des 23 recommandations d'ordre législatif que nous avons formulées avec Violette Spilbout en juillet dernier. Et pour celles qui relèvent du domaine réglementaire, de l'action de l'exécutif, qui sont à la main des ministres, je vous renvoie au dossier de presse où vous avez un tableau de nos 50 recommandations, une par une, précisant le domaine d'action auquel chacune renvoie. Et vous verrez celles qui sont au vert, c'est celles que nous retrouvons dans la proposition de loi, celles qui sont
qui apparaissent en orange, c'est celles pour lesquelles nous avons eu un engagement de principe de la part des ministres de commencer un travail pour leur mise en œuvre. Et puis, j'y reviendrai un peu plus tard, il y a aussi des aspects où là, les choses n'avancent pas suffisamment vite ou sont bloquées, des points d'arrêt donc sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Vous dire qu'à partir d'aujourd'hui et du dépôt de cette proposition de loi, le calendrier qui se présente pour nous, c'est celui d'une nouvelle épreuve, d'une nouvelle bataille pour Violette Spilbout et pour moi, qui doit nous conduire à inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Pour cela, nous allons chercher des soutiens, des appuis ici parmi nos collègues qui, depuis le début de nos travaux, ont appuyé notre démarche en permettant la création de la commission d'enquête, en adoptant notre rapport, en co-signant avec nous des amendements au budget. Eh bien, nous allons dès aujourd'hui appeler les députés à co-signer cette proposition de loi et nous visons une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour la semaine du 7 avril, puisqu'il y a des temps transpartisans qui permettent le débat et le vote de textes comme celui-ci. Notre objectif est donc à l'horizon de 3 mois maintenant. C'est une bataille, nous l'engageons aujourd'hui après donc le dépôt de cette proposition de loi. Maintenant, nous allons vous présenter le contenu. Cette proposition de loi, comme le disait mon collègue Paul Vannier, c'est 11 articles, 10, sans compter le 11e qui concerne le gage traditionnel, 10 articles, mais 23 des 50 recommandations qui se retrouvent dans ces 10 articles, les 27 autres étant du domaine réglementaire. L'article 1er, c'est peut-être celui qui est le plus important symboliquement pour l'ensemble des victimes et des associations de victimes, c'est la reconnaissance solennelle par la nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que les manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. C'est un acte symbolique dans cet article qui, s'il est voté par une Assemblée nationale composée de 577 députés d'horizons politiques divers, est un premier pas vers une reconnaissance de la responsabilité de l'État que nous appelons de nos voeux avec Paul Vannier. Nous nous sommes exprimés sur le souhait que le gouvernement, par l'intermédiaire du Premier ministre, du ministre de l'Éducation, puisse aussi prendre la parole sur ce sujet de la reconnaissance de la souffrance des victimes. Et c'est aussi une base, cet article 1er, pour établir une politique de réparation sur ces victimes systémiques dont on sait qu'une partie des plaintes sont prescrites et qui pourtant aujourd'hui vivent en France et souffrent de l'omerta qui a régné pendant de nombreuses années sur ces violences. L'article 2, dans le prolongement de l'article 1, crée un fonds d'indemnisation et d'accompagnement pour ces victimes de violences, notamment pour permettre l'accompagnement sur les préjudices qui sont établis dans le domaine des soins, du soutien juridique et psychologique et du soutien social nécessaire à la reconstruction. Donc c'est bien ce fonds, une démarche que nous souhaitons indépendante d'éventuelles procédures judiciaires qui pour certaines peuvent être prescrites, pour d'autres peuvent être trop longues et le sujet de la souffrance et de l'accompagnement notamment en soins est extrêmement important. À travers ce fonds, nous souhaitons lever une partie de ces obstacles que rencontrent les victimes. L'article 3 de cette proposition de loi vise à inscrire de façon explicite dans la loi, dans le Code de l'éducation, l'interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants à l'égard des enfants. Aussi surprenant que cela paraisse, cette interdiction n'est pas inscrite aujourd'hui dans le Code de l'éducation. D'ailleurs, la France avait été condamnée en septembre 2014 par le Comité européen des droits sociaux pour cette absence, et donc nous la corrigeons avec cet article 3. L'article 4 est un article qui vise à étendre les séances obligatoires d'information et de sensibilisation à tous les élèves et au personnel, séances d'information et de sensibilisation sur la question des violences, en étendant notamment ces séances désormais obligatoires de formation à tous les personnels, enseignants et non enseignants, y compris au personnel non enseignant du privé sous contrat, et en intégrant dans ces formations qui seront demain dispensées aux élèves, au personnel, y compris à l'encadrement de l'éducation nationale, les aspects relevant de la prévention et de la lutte contre les violences commises par des adultes ayant autorité sur des élèves. C'est une dimension aujourd'hui qui n'est pas intégrée
à ces séances de formation qui sont pour l'instant prévues par la loi. C'est l'article 4. L'article 5 prévoit un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est un élargissement de ce contrôle d'honorabilité, y compris pour les bénévoles. Donc ça fait écho à la recommandation 23 de ce rapport qui était très attendue. Et ce contrôle sera exercé avant le recrutement, mais aussi avec un rythme périodique, tous les 3 ans, et il reposera désormais sur la présentation par la personne employée ou bénévole d'un certificat d'honorabilité, un modèle qui existe déjà dans d'autres domaines. Et quand Paul Vanier parlait de l'universalité de cette proposition de loi, nous souhaitons que ce certificat d'honorabilité puisse être produit donc régulièrement dans tous les domaines autour de la vie de l'enfant et qu'il soit inspirant, y compris pour d'autres politiques publiques. L'article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violence sur des élèves. Donc, premièrement, il prolonge à 10 ans la durée minimale de conservation dans le dossier administratif de l'auteur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, notamment pour les sanctions du premier groupe, celles qui sont les plus importantes. Et puis, il prévoit aussi, ce qui n'existe pas aujourd'hui, la transmission par un établissement privé aux autorités académiques de l'information sur ces sanctions infligées à leur personnel pour que, finalement, dans le dossier administratif d'une personne qui irait d'un établissement privé à un autre établissement privé ou public, l'information soit transmise et qu'au moment du recrutement, il n'y ait pas une ignorance du passé de sanctions d'un éventuel auteur. C'est ce que vous savez a concerné le dossier Betaram avec un auteur qui a été ensuite embauché dans un autre établissement privé à Neuilly-sur-Seine et dans d'autres cas qu'on a rencontrés lors de la commission d'enquête. L'article 7 tire les conséquences d'un des principaux diagnostics de notre commission d'enquête, l'absence quasi totale de contrôle par l'État des établissements privés sous contrat. Et cet article 7 prévoit donc un renforcement considérable de ce contrôle en fixant une obligation, celle d'un contrôle tous les 5 ans au moins des établissements privés sous contrat, contrôle pédagogique, administratif et financier. Ce contrôle est renforcé pour les établissements disposant d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, contrôle tous les 3 ans pour les établissements disposant d'un internat du second degré, contrôle annuel pour ceux disposant d'un internat dans le premier degré, avec une vigilance dans ce type d'établissement qui doit être plus grande, puisqu'on sait que les élèves dans les internats sont plus exposés, plus vulnérables aux violences, en particulier aux violences sexuelles. Cet article 7 donne également un mandat extrêmement clair aux inspecteurs de l'éducation nationale, vise à les appuyer dans leur mission, à empêcher toute contestation, toute tentative de limitation de leurs prérogatives, puisque dans la loi est inscrit le caractère très large de l'inspection qui doit viser tous les moments de la vie de l'élève, au-delà du strict temps scolaire, et qui peut donc aller aussi s'intéresser à la vie de l'élève, à la vie dans l'internat, à la vie dans les temps qui sont autour de la classe. Cet article 7 prévoit une série de sanctions dans le cas où des mises en demeure transmises ne seraient pas corrigées par les établissements et introduit des sanctions nouvelles dans le Code de l'éducation pour les établissements privés sous contrat. Il n'y a aujourd'hui que la possibilité de rompre le contrat d'association. Cette possibilité est conservée, elle est précisée, et nous introduisons également la possibilité d'avertissement et d'amende comme des gradations intermédiaires pour, évidemment, le plus rapidement possible que la loi soit respectée, que les élèves soient protégés. Nous avons aussi un souci de transparence avec la nécessité désormais que des mises en demeure adressées à un chef d'établissement soient également communiquées aux collectivités compétentes, les mairies, les départements, les régions, en fonction du type d'établissement, ainsi qu'au conseil d'administration des établissements où siègent les personnels, mais aussi les parents d'élèves. Il y a pour nous la nécessité d'une information de celles et ceux qui sont les premiers concernés par la découverte de manquements et qui peuvent être aussi en situation de veiller à ce que des actions correctives soient engagées pour, à la fin, garantir la protection de toutes et tous. C'est l'article 7. L'article 8, lui, vise à la création d'un conseil académique de l'enseignement privé. C'est
c'est un organe nouveau qui, au fond, reprend les prérogatives du Conseil académique de l'éducation nationale relative à l'enseignement privé et tire aussi les conséquences de ce que nous avons diagnostiqué à propos des insuffisances des commissions de concertation qui sont réunies de façon très exceptionnelle lorsque c'est la question de la rupture du contrat d'association qui est posée. Ce Conseil académique de l'enseignement privé a vocation à traiter donc de tout ce qui relève du fonctionnement de l'enseignement privé, à organiser la relation entre l'État et les établissements privés sous contrat. Ce conseil académique sera présidé par le recteur, et c'est une avancée importante, une transformation importante. Le recteur qui prend ici la place, la fonction du préfet, qui jusqu'ici était au cœur, au fond, à l'articulation de la relation entre l'État et les établissements privés sous contrat. Nous confions au recteur cette responsabilité, de même que nous lui confions le soin de signer le contrat, de renouveler le contrat, et que nous confions à ce conseil académique de l'enseignement privé le soin d'émettre des avis à propos du contrat, à propos du pilotage du contrat, à propos du financement public, à propos des enjeux de mixité sociale et bien sûr à propos des enjeux de protection de l'enfance et de lutte contre les violences dans les établissements scolaires. Et l'article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de non-dénonciation pour certains faits de violence volontaire lorsqu'ils sont commis sur mineurs. C'était notre recommandation numéro 32. L'allongement de ce délai de prescription permet notamment de répondre à une préoccupation très importante des victimes liée à l'imprescriptibilité et qui n'est pas aujourd'hui traitée dans notre proposition de loi, puisque, comme vous le savez, ce sujet-là est pris en main dans une mission transpartisane sous la houlette de la présidente de la délégation aux droits de l'enfant, Perrine Goulet. Mais le sujet de la non-dénonciation doit être traité, et cet allongement va permettre notamment à la justice de pouvoir faire son travail lorsque des faits sont dénoncés tardivement par des victimes. Et dans cet article, vous avez aussi le sujet de la levée réelle du secret de la confession qui concerne les ministres des cultes et qui est très clairement ici exprimé dans l'article pour permettre que ce sujet de la confession ne soit pas non plus un obstacle à la révélation de faits délictueux extrêmement graves de violence envers des mineurs. Et puis l'article 10 prévoit les adaptations nécessaires pour les Outre-mer et l'article 11 gage la proposition de loi. Donc, nous aurons très certainement dans les mois qui suivent, avec le travail que nous faisons avec le ministère de l'Agriculture, de la Défense et de la Mer, des adaptations également sur les domaines des lycées et des établissements scolaires qui relèvent de leurs responsabilités, qui seront des adaptations techniques, des compléments dans la proposition de loi et qui viendront faire en sorte qu'elle soit universelle pour tous les élèves qui aujourd'hui étudient dans le public comme dans le privé. Vous dire quelques mots maintenant du contexte dans lequel nous déposons cette proposition de loi qui manifeste des avancées, qui témoigne d'un appui, je l'ai dit, des ministères et d'abord du ministère de l'Éducation nationale, mais dire aussi que nous rencontrons des résistances, des oppositions dans le cadre de ce travail, en commençant par évoquer celle d'une partie, et je veux insister sur ce point, d'une partie des représentants de l'enseignement catholique, en l'occurrence du secrétariat général à l'enseignement catholique, qui dans ses dernières déclarations a renouvelé une opposition au contrôle, a eu des déclarations qui peuvent conduire à porter atteinte à la liberté de conscience des élèves, et ces résistances qui se sont aussi témoignées autour de l'épisode de la fermeture de l'établissement Bétaram, avec du côté du secrétariat général des annonces qui, dans un premier temps, ont contredit l'imminence de cette fermeture, et puis de l'autre, du côté des OGEC, c'est-à-dire au fond du côté des parents d'élèves, la volonté de tourner la page et de fermer cet établissement qui a été, vous le savez, le lieu de crimes extrêmement graves pendant très longtemps. Je veux me féliciter à cette occasion, en n'ignorant pas et en étant lucide sur cette opposition, du soutien très grand de l'association des parents d'élèves, de l'APEL, qui est membre du comité de suivi de notre commission d'enquête. Et nous avons réuni le comité hier et qui, hier encore, a renouvelé sa satisfaction, ses félicitations même à l'égard de notre travail et son appui, son soutien à la proposition de loi. Je sais qu'il y a dans l'enseignement catholique des parents d'élèves qui sont extrêmement soucieux du sort de leurs enfants, des conditions d'études de leurs enfants. Ils peuvent compter sur nous, sur Violette Spielbout et sur moi-même pour garantir la sécurité et la protection de leurs enfants. Dire aussi que ces résistances
Ces difficultés, elles viennent aussi des décisions gouvernementales. Nous sommes en plein projet de loi de finances. Nous sommes entre plusieurs 49.3 et nous sommes devant une copie budgétaire qui, et nous le regrettons, n'a pas repris les amendements que Violette Spitbout et moi-même avions déposés, soutenus d'ailleurs par une quarantaine de parlementaires issus de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale, à l'exception des 2 groupes d'extrême droite, des amendements qui ont été votés, adoptés en commission des affaires culturelles et de l'éducation, en commission des finances, qui bénéficient donc de l'appui, du soutien d'une majorité des députés, des amendements qui visaient à créer, par exemple, 240 postes d'inspecteurs. Vous avez compris que si nous fixons un objectif de contrôle tous les 5 ans, il faut des moyens pour réaliser cet objectif. Eh bien, nous avons constaté que ces amendements n'étaient pas repris dans la copie budgétaire gouvernementale et nous le regrettons. Nous passons d'ailleurs une forme d'alerte, puisqu'y compris des représentants d'organisations syndicales qui sont membres de nos comités de suivi nous ont indiqué qu'au-delà des annonces, 1000 contrôles revendiqués, certains de vos confrères, je pense à journalistes de Médiacité, documentent le fait que c'est autour de 730 contrôles, dont 30% sur place seulement. Vous dire que du point de vue des moyens, 60 recrutements d'inspecteurs avaient été annoncés. En réalité, il s'agit de 30 transferts, des inspecteurs qui ont été déplacés et qui aujourd'hui coordonnent, plutôt que pratiquent, coordonnent le travail d'inspection des établissements privés sous contrat, et que malheureusement les 30 autres postes ne sont pas aujourd'hui ouverts au concours de l'an prochain. Il y a donc cette question des moyens, qui est une question absolument centrale, ça n'est pas la seule, et notre proposition de loi répond à des enjeux de politique générale, mais cette question des moyens qui reste suspendue, et nous allons continuer à nous battre, Violette Spitbout et moi, à toutes les occasions qui se présenteront, dans le cadre peut-être du prochain PLF, pour obtenir ces moyens nécessaires au contrôle, nécessaires plus largement à la prévention des violences, puisqu'un de nos amendements était aussi un amendement créant 5000 postes de personnels médico-sociaux, des psychologues, des infirmières, des médecins, qui sont absolument nécessaires à la lutte contre les violences dans les établissements scolaires. Donc vous l'avez compris, avec Paul Vannier, nous resterons vigilants et aussi dans notre rôle de parlementaire, qui est certes d'écrire la loi, mais aussi de contrôler le gouvernement. Et nous souhaitons, à 1 an du démarrage de cette commission d'enquête en février-mars 2025, pouvoir faire le point avec le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi le ministre de la Justice sur les avancées, donc en termes de moyens, mais aussi en termes de traduction réglementaire des 27 autres recommandations que vous trouvez donc de façon détaillée dans le dossier de presse ici. Je vais revenir sur le sujet de la justice maintenant, puisque vous le constaterez, cette proposition de loi est centrée particulièrement sur le périmètre de l'éducation nationale. En revanche, le sujet de justice, à la fois les lenteurs judiciaires, le silence et le mur qu'ont rencontré beaucoup de victimes face à leurs plaintes, parfois non prescrites ou prescrites du système judiciaire, nous avons agi pendant cette commission d'enquête et nous continuons de le faire. Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 signalements article 40, c'est-à-dire qu'on continue avec Paul Vannier de recevoir des signalements anciens et récents. Et à la suite du rendez-vous avec le garde des Sceaux au mois de novembre, le ministre a fait un rappel au procureur de France pour que nous puissions avoir plus de retours sur la prise en compte de ces signalements article 40. Nous étions à moins de 10% de retours avant ce rendez-vous avec Gérald Darmanin. Nous sommes aujourd'hui à près de 35% de retours. Vous avez dans le dossier de presse également la liste de l'ensemble des signalements article 40 détaillés par établissement, par département, plus d'une quarantaine de départements concernés. Vous voyez que c'est sur toute la France. Et vous avez aussi les statistiques de retour et la nature des violences qui sont dénoncées dans ces signalements article 40. Néanmoins, 35%, ce n'est pas suffisant. Nous voudrions que sur des plaintes qui ont été classées sans suite, qui n'ont pas déclenché des enquêtes, il puisse y avoir un regard prioritaire sur cette violence faite aux enfants, même si aujourd'hui les victimes sont adultes, parfois même âgées. Et dans ce contexte-là, on peut se dire quand même que sur certaines réponses qui sont qualifiées des procureurs, on a des avancées. Je pense par exemple à une enquête qui est réouverte en Haute-Garonne pour des faits datant de 2019 à 2020. Une enquête administrative réouverte entre un parquet et un recteur
pour un établissement de l'Aisne, suite à l'un de nos signalements article 40. Et puis un appel à notre cabinet parlementaire des forces de l'ordre pour potentiellement réouvrir une enquête suite à un signalement pour des faits datant des années 1960 dans le sud des Hauts-de-Seine. Et puis un dernier appel récent, un rendez-vous téléphonique avec le préfet du Pas-de-Calais sur le sujet de Riaumont, nouveau préfet arrivé, qui m'indique prendre en main ce dossier en reprenant l'ensemble des inspections qui ont été faites sur ce village qui aujourd'hui fait encore l'actualité puisqu'il est encore ouvert, et faire le lien avec le procureur de Béthune sur des plaintes qui n'ont pas encore été regroupées entre Lille et Béthune. On voit qu'au niveau du système judiciaire et avec un décloisonnement tout en respectant le travail de la justice avec les autorités académiques, on arrive à faire rebouger des dossiers qui étaient entièrement fermés. Et puis peut-être autre point d'avancement, Paul Vannier a parlé des contrôles qui ont été effectués, qui certes ont avancé, mais n'atteignent pas encore l'objectif annoncé par l'ancienne ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. On a ce plan Brisons le silence qui est un cadre, mais dont on sait qu'il y a besoin d'adaptation et de dialogue, notamment avec les syndicats pour sa mise en application. On a des réactions parfois difficiles de certains établissements de l'enseignement catholique sur le choc des cultures entre des inspecteurs qui arrivent pour la première fois dans un contrôle d'établissements privés catholiques et une non-habitude de ces contrôles pour les enseignants, les encadrants dans ces établissements catholiques qui, pour la plupart, n'ont jamais été contrôlés dans les 30-40 dernières années. Donc, on sait que là-dessus, il y a des progrès à faire de connaissance mutuelle des méthodes, d'appropriation du guide de contrôle. Peut-être vous dire que si le secrétariat général de l'enseignement catholique a effectivement exprimé publiquement plusieurs fois des points qui nous ont alertés sur le périmètre des contrôles et qui expriment une certaine résistance. Nous avons reçu aussi les éléments sur une conférence de presse qui a été donnée en début de semaine concernant le lancement d'une mission qualité relationnelle et éducative au sein de l'enseignement catholique. Nous serons aussi vigilants, comme nous le sommes sur le gouvernement, aux côtés des parents qui comptent sur nous, qui comptent sur Paul Vannier et moi-même pour ne pas lâcher ce sujet et faire en sorte qu'il y ait des avancées législatives et qu'il y ait les avancées réglementaires et pratiques dans l'ensemble des établissements de France pour mieux protéger nos enfants. Voilà, je vous remercie. On est à disposition pour vos questions. Noémie Bonan de France Info. J'avais deux questions sur le contexte et les échanges que vous avez pu avoir. Vous avez parlé de réunions avec le ministre de l'Éducation nationale et son équipe. Est-ce qu'il y a des points qui ont été vraiment difficiles et sur lesquels vous avez dû revenir ou que vous avez dû modifier, ou lui vous a dit ça passera jamais, c'est pas possible, ce serait de trop grosses modifications, ça touche de trop gros enjeux? Première chose. Et deuxième chose, sur l'éventuelle adoption de votre proposition de loi. Selon les premiers retours que vous avez des différents groupes politiques, est-ce que vous attendez à un vote facile, consensuel, ou au contraire à devoir batailler point par point pour faire adopter cette proposition? Merci. Allez, j'y vais sur. Je dirais que la réunion, on a eu une réunion, Paul Vannier et moi-même, avec notre équipe, avec le ministre de l'Éducation personnellement et son équipe, puis des réunions de travail régulières. Je dirais que globalement, il n'y a pas eu d'opposition à l'ensemble des recommandations. Nous sommes arrivés avec un nouveau ministre qui avait travaillé l'ensemble des 50 recommandations, leur application législative, les périmètres. Donc il y a eu beaucoup d'échanges juridiques et techniques sur ce qui était du domaine purement législatif. Je dirais qu'il y a peut-être un point qui est dans notre rapport sur le transfert global de la compétence et du pilotage des enseignements privés à la DGESCO, puisque c'est aujourd'hui à la DAF. Bon, c'est un sujet qui est peut-être pas grand public, mais qui est d'organisation générale au ministère de l'Éducation nationale. Et là, oui, nous avons eu un principe de réalité que nous a rappelé le ministre, qui est un gouvernement qui est aujourd'hui fragile dans la succession de ministres et la durée de la capacité à transformer des grands champs de l'administration. Et il nous est apparu que si la
création du Conseil académique de l'enseignement privé était quelque chose de souhaitable, nécessaire pour avoir un pilotage en proximité dans les territoires, la grande réorganisation du ministère ne serait pas inscrite dans notre proposition de loi. Et puis, concernant les chances d'adoption, Paul Vannier complétera. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de collègues attendent cette proposition de loi et nous font confiance. Ils l'ont montré parce qu'ils ont voté la création de cette commission d'enquête il y a un an. Ils ont voté aussi très largement à l'unanimité le rapport et les 50 recommandations. Et donc, ils seront à nos côtés. C'est sûr, peut-être la bataille pour l'inscription par rapport à d'autres propositions de loi qu'il va falloir être fort, mais sur l'adoption de la loi, même si elle amènera beaucoup de discussions, moi je reste extrêmement confiante. Sur ce dernier point, en effet, c'est la bataille pour l'inscription qui est la principale. Ensuite, il y aura un débat, il y aura des amendements, nous ne les craignons pas. Nous le souhaitons, ce débat. Il est important, il est nécessaire. Un débat sur l'école, il y a fort longtemps qu'il n'y en a pas eu un dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et celui-ci est assez fondamental. Je crois qu'il y a une majorité de députés qui souhaitent agir pour lutter contre les violences, pour prévenir les violences, qui sont prêts aujourd'hui à faire bouger la loi, y compris sur des aspects qui très longtemps ont été laissés de côté, ceux relatifs à l'enseignement privé sous contrat. Jusqu'où le débat parlementaire le montrera. Mais je suis certain que si cette loi est inscrite, elle sera adoptée à la fin et elle permettra d'agir enfin. Je veux rappeler l'urgence. Si nous présentons devant vous 6 mois après aussi le rendu de notre rapport de commission d'enquête, c'est avec la volonté, Violette Spitbout et moi, d'aller le plus vite possible. Ça a été beaucoup de travail. Nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à l'élaboration de cette proposition de loi parce que nous savons l'urgence à agir et donc l'urgence à légiférer. Sur notre dialogue avec le ministre de l'Éducation, le point très important, très technique mais très important, enfin il n'est pas technique, il est politique en vérité, du rapport entre la DGESCO et la DAF, c'est un point qui renvoie exclusivement à la prérogative ministérielle. C'est l'organisation de l'administration, c'est la compétence du ministre lui-même. Ça n'est même pas de l'ordre réglementaire, on est vraiment dans le cœur de la compétence du ministre. Voilà pourquoi on ne retrouve pas cette recommandation dans la proposition de loi. Mais nous avons eu un échange avec le ministre de l'Éducation sur ce point, Violette Spitbout le rappelait, et vous dire que sur cette recommandation, comme sur les autres, le sentiment d'un ministre à l'écoute, plutôt, et on le laissera s'exprimer si vous l'interrogez, mais plutôt favorable, en tout cas qui comprenait, qui comprenait le sens de cette proposition, même si cela a été rappelé, c'est peut-être la question du temps politique disponible qui manque aujourd'hui pour faire évoluer l'architecture et l'organisation du ministère de l'Éducation nationale. C'est là aussi quelque chose qui reste dans un horizon à atteindre, même si tout de suite, et avec cette proposition de loi, nous n'y parvenons pas. Bonjour, Antonin Gousse de ABF Info. Concernant les 1000, enfin on ne sait pas s'il y en a 1000, mais contrôles initiés depuis un an, est-ce que vous avez demandé au ministère de faire une sorte de bilan? Est-ce qu'il va le faire de lui-même? Est-ce que vous voulez maintenir la pression dessus pour qu'on ait un petit peu quelque chose de tangible plutôt que des choses un peu éparses? Merci. Oui, alors il y a déjà eu un travail fait par un de vos confrères sur ce sujet qui ne donne pas d'ailleurs la même appréciation de la réalisation des objectifs de 1000 contrôles en 2025, puisqu'on est autour de 750 selon ce confrère, et que le ministère nous répond que globalement l'objectif est atteint. Nous ne disposons pas aujourd'hui de l'évaluation précise, rectorat par rectorat, des contrôles sur pièce ou des contrôles fait sur place. Donc on est, semble-t-il, aujourd'hui à 30%. Ça ne nous semble pas suffisant et très dépendant de ces moyens d'inspecteurs qui ne sont pas mis aujourd'hui à la disposition du renforcement de ces contrôles. Ça nous semble être bien sûr une priorité que de rester extrêmement actif sur ce sujet, parce que c'est quand même la réalité d'un contrôle sur place, et notamment, comme vous le voyez dans la proposition de loi, en interrogeant des élèves qui sont choisis par les inspecteurs et qui ne sont pas choisis par l'établissement qui reçoit le contrôle, qui va permettre la libération de la parole, y compris encore aujourd'hui. On pense bien sûr aux violences commises par des adultes sur des enfants, mais aussi d'autres faits de harcèlement, d'atteinte aux valeurs de la République, d'atteinte à la liberté de conscience. Et donc tous ces sujets-là, ça se fait par des contrôles qui sont sur place avant d'être sur pièce, comme une forme d'auto-évaluation ou d'évaluation sur document. Donc, on restera vigilant. On va formaliser notre demande. Moi, j'ai déjà eu un échange avec Alexandre Portier, le président de la Commission des affaires culturelles et éducation. On va le formaliser par une demande
officielle des 2 co-rapporteurs que nous sommes pour que, à un an, donc avant l'été 2026, à un an du rendu de nos 50 recommandations, nous puissions faire une séance avec l'ensemble des collègues de la commission éducation et affaires culturelles pour interroger les ministres et faire le point sur les avancées réelles, concrètes, chiffrées, à la fois sur le plan de la justice et sur le plan de l'éducation nationale. Sur cette question des contrôles, 730 contrôles, si ce n'est pas 1000, c'est déjà un changement assez considérable, puisqu'il n'y en avait aucun auparavant. Mais dire qu'il reste beaucoup à faire, le simple fait que nous ne disposions pas d'une information centralisée sur le nombre de ces contrôles, qui sont aujourd'hui recensés rectorat par rectorat, témoigne d'une insuffisance. Et je veux aussi dire que du côté de la transparence, beaucoup reste à faire. Je rappelle qu'il y a un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur l'établissement Betaram, qui a été commandé dans les dernières semaines de notre commission d'enquête, dont nous n'avons pas eu communication. Ce rapport de l'inspection générale vient après un rapport de l'inspection académique qui dressait la liste d'une centaine de griefs et qui transmettait plusieurs dizaines de mises en demeure à l'établissement. Eh bien, je regrette que nous n'ayons pas l'information, les conclusions du rapport de l'inspection générale, plus encore dans le contexte du débat au sein de l'enseignement catholique sur la fermeture, le maintien, l'ouverture de Notre-Dame de Betaram. Il y a là aussi le signe à nouveau de pouvoir public de l'éducation nationale qui a une difficulté à assumer sa prérogative de contrôle et prérogative ensuite à propos du maintien de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement. Voilà ce que je voulais ajouter à propos de cette question des contrôles, au-delà de l'aspect strictement quantitatif, qui est bien sûr un aspect important. Oui, bonjour, Hakim Kasmi, France Culture. Alors vous le disiez, il va falloir convaincre vos collègues députés. Est-ce que ce qui vous inquiète pas le plus, c'est plutôt le côté, du côté du Rassemblement national, que c'est plus compliqué de les convaincre? Et est-ce que vous ne craignez pas un lobbying de la part des milieux conservateurs aussi, proches du secrétaire général de l'enseignement catholique? Mon collègue Paul Vannier parlait d'amendements. Je pense que, bien sûr, il y aura beaucoup d'amendements, y compris peut-être des amendements de suppression sur des articles qui sont extrêmement importants et qui touchent à la force du contrôle de l'autorité publique sur le fonctionnement des établissements privés sous contrat. Je pense à l'article 7, à l'article 8, peut-être à l'article 9 qui concerne le secret de la confession. Moi, au regard de ce qui s'est passé dans les débats qui ont été quand même très nourris et respectueux au sein de la Commission des affaires culturelles pendant nos 5 mois de commission d'enquête, on peut se dire que l'extrême droite va regarder avec beaucoup de prudence notre proposition de loi et peut-être s'abstiendra ou proposera des amendements liés à ces lobbies dont vous parlez. En revanche, moi, j'ai une vigilance particulière sur mes collègues de mon propre groupe avec l'ensemble du bloc central, parce que il y a des lignes, vous le savez, de co-signature au sein de l'Assemblée nationale qui sont très clairement exprimées par mon président de groupe, certains de mes collègues. Et aujourd'hui, je dépose une proposition de loi commune, comme je l'ai fait avec les amendements budgétaires que nous avons déposés avec Paul Vannier. Donc Violette Spielbout, membre du groupe Ensemble pour la République, et Paul Vannier, membre de la France Insoumise. Donc c'est peut-être plus au sein de mon groupe où j'aurai une difficulté d'avoir certaines co-signatures, mais je suis rassurée. Je peux vous le dire depuis quelques jours, parce que à l'annonce de cette conférence de presse et de ce dépôt de proposition de loi, j'ai plusieurs collègues de ma commission qui sont venus spontanément auprès de moi, qui sont concernés sur leur circonscription par des établissements qui ont été touchés ou qui sont touchés par ces sujets de violence systémique dans des établissements, et qui m'ont assuré de leur plein et entier soutien et qui consigneront. Sur la question des groupes d'extrême droite, des 2 groupes d'extrême droite, le Rassemblement national et l'UDR, je veux rappeler que d'abord, nous n'avons pas travaillé avec les députés de ces 2 groupes parlementaires. Rappelez que le seul groupe qui, dans les premiers instants de la discussion qui a conduit à la création de la commission d'enquête, dans le débat s'opposait à la perspective de cette création, était le groupe du Rassemblement national, avant d'opérer un revirement constatant, au fond, l'unanimité du soutien des autres députés à cette initiative. Rappelez qu'au moment du vote du rapport, le seul groupe
avec celui du MoDem, mais pour le coup, je pense pour des raisons très différentes. Chacun se rappelle du débat autour de la responsabilité de François Bayrou. Le seul groupe dont une partie des membres s'est abstenu, et leur volonté au départ était à tous de s'abstenir, là encore revirement eu égard au débat qui a eu lieu au sein de la commission d'enquête, était le groupe du Rassemblement national, et dire que dans les auditions que nous avons conduites, il est intervenu souvent pour nier, relativiser, réduire cet enjeu et contester la perspective de renforcement des prérogatives de l'État en matière de contrôle. Je veux dire, y compris parce que c'est l'actualité et sans esprit polémique, mais que ce groupe et l'extrême droite doit clarifier devant les Françaises et les Français son rapport à la question de la violence sur les enfants, son rapport à la question de la lutte contre les crimes contre les enfants. Je le dis à propos de ce travail, je le dis aussi parce que ça fait partie du débat en ce moment-là. Je me rappelle qu'au moment du vote sur notre commission d'enquête, un député membre de la commission d'enquête, Julien Audoul, n'était pas là car il était sur le plateau de Jean-Marc Morandini, qui a été condamné, chacun le sait, y compris en appel, pour des faits d'agression sexuelle, de violence sexuelle sur des enfants. C'est à cette question-là, au fond, que le Rassemblement national doit répondre. A-t-il clarifié son rapport à la question des violences sur les enfants? S'inscrit-il dans le camp du combat contre les violences sur les enfants et du combat contre les violences pédocriminelles? Ou entretient-il une forme de relativisation, de connivence, d'acceptation avec ces violences? Eh bien, nous le verrons dans le cadre du débat parlementaire, et nous le verrons en étant attentifs à l'attitude des députés du Rassemblement national autour de ce texte de loi. Mathieu Slis de Médiacité. Deux questions pour vous. Vous aviez sûrement lu la note au vitriol qu'avait fait fuiter Guillaume Prévost de l'enseignement, secrétaire général de l'enseignement catholique, qui disait que l'administration, sous couvert de protection des enfants, se serait surtout attachée dans ses contrôles à défendre des intérêts corporatistes au détriment de la liberté des familles. Ce même secrétaire général de l'enseignement catholique est l'interlocuteur privilégié de l'éducation nationale. Il s'est d'ailleurs félicité lundi d'avoir participé à l'élaboration d'un guide des inspections qui lui paraissait être parfait. Quel regard vous portez sur ce guide des inspections et sur le lobbying appuyé de l'enseignement catholique pour tenter de l'édulcorer? Et la deuxième question, un de vos articles, c'est de créer un conseil académique de l'enseignement privé. Pourquoi ne pas plus simplement créer au sein de la DGESCO une sous-direction en charge de l'enseignement privé, privé sous contrat, ce qui serait autrement plus lisible qu'actuellement d'avoir une tutelle qui est exercée par la direction des affaires financières. Voilà, donc ces deux questions. Alors sur cette deuxième question, nous y avons répondu. Valérie Spielbout et moi défendons l'idée que la DAF doit être intégrée à la DGESCO. Mais cela renvoie, je le répète, à une prérogative ministérielle. Le ministre nous a pour l'instant indiqué qu'il ne disposait pas des ressources, notamment temporelles et politiques, pour réaliser cette transformation. Elle nous paraît nécessaire. Le conseil académique de l'enseignement privé, à un échelon territorial, paraît réaliser, à atteindre cet objectif, puisque sous l'autorité du recteur, les enjeux associés au fonctionnement et au contrat, et donc à l'enseignement privé, sont traités sous une autorité unique, et non pas confiés comme à l'échelon national, à une administration, en l'occurrence la DAF. Votre première question, pardon, elle portait sur oui, le SGEC. Alors, bon, on a peut-être là un point de différence avec Violette Spielbout. C'est le seul. De mon point de vue, y compris c'est inscrit dans certains des documents que nous avions recueillis, il y a des notes de cabinets ministériels transmises à des ministres récents de l'éducation qui qualifient le SGEC de lobby. C'est la façon dont moi je considère son action, y compris cet organe n'a pas d'existence légale, il n'y a aucun dialogue entre l'État et cet organe qui est prévu par les textes de loi. Et dans notre rapport, nous recommandions d'en revenir pour le coup à l'esprit de la loi Debré, c'est-à-dire à une relation directe entre l'éducation nationale, le ministère, les recteurs, les inspecteurs d'académie et les établissements privés sous contrat. Donc c'est à cela que nous appelons. Pour ma part, je ne peux que constater qu'il y a des résistances réitérées de la part de l'enseignement catholique à l'encontre du renforcement des moyens de contrôle. Et en République, je ne peux pas accepter qu'un organe qui, au fond, n'a pas d'existence prévue par les textes, d'un organe qui d'ailleurs est très paradoxal, puisqu'à la fois il revendique ne pas avoir de pouvoir et il prétend décider par exemple du maintien de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement. Je pense à Betaram. Je trouve choquant en République
qu'un organe qu'on peut qualifier de lobby intervienne dans l'élaboration des politiques éducatives et intervienne dans la rédaction d'un guide du contrôle des établissements privés sous contrat. Il y a des chefs d'établissement, des établissements privés sous contrat qui peuvent avoir un regard et apporter des éléments d'information. Et le SGEC ne me paraît pas qualifié pour le faire. Oui, donc là-dessus, certainement, hein, une différence de point de vue, mais qui amène quand même au même résultat aujourd'hui dans la création de ce conseil académique qui répond à ce besoin aussi d'efficacité et de proximité sur le contrôle finalement de l'argent public qui est délégué à ces établissements pour éduquer nos enfants dans un cadre cultuel. Et donc, je crois que moi, si rien ne me choque dans le fait qu'un guide des inspecteurs ait été relu, nourri par la spécificité et la connaissance particulière du fonctionnement et notamment du caractère propre des établissements privés sous contrat, il ne faut en aucun cas que cela altère le discernement, l'indépendance des inspecteurs qui vont faire les contrôles. En revanche, qu'il y a un travail, je parlais tout à l'heure de rapprochement culturel, de compréhension mutuelle entre des inspecteurs qui n'ont jamais inspecté des établissements privés sous contrat. Ce n'est absolument pas ni dans leur formation, ni dans leur habitude de travail depuis plusieurs dizaines d'années. Et les établissements sous contrat, ça me semble être plutôt une bonne chose parce qu'aujourd'hui, des inspections de 12 inspecteurs qui arrivent dans un établissement privé de façon inopinée ou peu prévenue, quand il y en a 12, c'est considéré comme brutal et choquant pour un établissement privé sous contrat, alors que c'est la normalité dans des établissements publics depuis longtemps. Et donc, il y a besoin d'une compréhension de comment fonctionne une inspection académique, un contrôle, quand il y a une alerte, quand c'est plutôt la régularité, et de faire en sorte qu'il y ait une coopération dans ces inspections, et surtout, finalement, pas une guerre entre le public et le privé, mais une amélioration des pratiques, une réparation des alertes qui seraient relevées par des mises en demeure, qui peuvent être des alertes graves, dont certains établissements doivent prendre conscience, et un contrôle que les corrections sur ces mises en demeure soient faites. Et ça, notre proposition de loi le garantit très clairement de façon égalitaire entre tous les établissements, puisque les enfants, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, doivent être protégés de la même façon. Merci à toutes et à tous. C'est juste qu'au début, vous avez dit qu'il y avait des points, des choses qui n'avançaient pas. Est-ce que vous faisiez référence aux questions budgétaires, notamment le recrutement des inspecteurs, tout ça? Okay, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.